Bonjour à tous et bienvenue au Libre Journal du numérique sur Radio Courtoisie, votre rendez-vous pour décrypter les bouleversements du monde numérique. Dimanche 12 octobre 2025, dans un instant nous recevons Teddy Boy RSA, influenceur, scénariste, vous allez voir passionnant, illustrateur et auteur de jeux de rôle. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez souvent entendre JDR, un jeu de rôle, présent aussi sur Patreon, X, Instagram et YouTube. En ces temps troublés où la France ploie sous le poids d'un gouvernement fantôme et d'une Europe qui vacille, le monde digital nous offre un miroir impitoyable. D'un côté, des merveilles techniques qui rappellent la grandeur de l'esprit humain, de l'autre, des dérives technologiques qui menacent nos libertés essentielles, ces remparts de la civilisation chrétienne et de la souveraineté nationale. Commençons par la bonne nouvelle, celle qui élève l'âme, l'intelligence artificielle au service de l'humain, non pour le remplacer, mais pour le réconcilier avec son passé. Imaginez une mère britannique rongée par une maladie neurodégénérative qui a volé sa voix, laisse à ses enfants Eric et Aviva un enregistrement ancien. Grâce à l'IA, ces mots oubliés revivent aujourd'hui sous sa voix naturelle, reconstruite pixel par pixel, syllabe par syllabe. Alors ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité émouvante rapportée par Sciences et Avenir cette semaine. Dans un monde où la famille est le premier rempart contre la barbarie moderne, cette technologie nous rappelle que le numérique peut guérir les plaies du temps. Pas de surveillance ici, pas de contrôle, juste un fil tendu vers l'amour filial, cet écho de la charité chrétienne. Bravo aux ingénieurs qui, au lieu de coder des algorithmes woke, choisissent de restaurer ce qui est sacré. Mais attention, chers auditeurs, cette IA bienfaisante n'est qu'une exception dans un océan de tentation. Passons maintenant à l'Europe, cette vieille dame essoufflée qui, au lieu de défendre ses racines judéo-chrétiennes, s'embarque dans une croisade contre ses propres enfants. Ursula von der Leyen, cette technocrate bruxelloise aux allures de grande inquisitrice, laïque, a dévoilé un plan mirifique, 1 milliard d'euros pour accélérer l'adoption entre guillemets, de l'IA dans nos économies. Sur le papier, c'est du pain béni pour nos industries, agriculture française, artisanat souverain, recherche médicale, mais creusons. Ce fonds piloté par la Commission vise à doper les usages là où seulement une entreprise européenne sur 10 touche à l'IA aujourd'hui. Alors doper, contrôler, car derrière les subventions se cache l'ombre du Digital Services Act, ce carcan bureaucratique qui étouffe nos startups au profit des géants américains. Et que dire de la consommation électrique explosive de l'IA ? La France et l'Europe sont mal préparées à cette soif vorace d'énergie qui pourrait multiplier par 10 nos factures et nos émissions de CO2. Pendant que nos centrales nucléaires, fierté gaulliste, peinent à suivre, on nous vend l'IA comme un Eldorado vert. Mensonge, c'est un cheval de Troie écolo-socialiste qui nous prive de notre indépendance énergétique au nom d'un climat qui sert d'alibi à la désindustrialisation. Souvenons-nous des paroles de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ici, Bruxelles chérit la technique tout en pleurant ses coups. Réveillez-vous, France. L'IA doit servir la nation
pas l'inverse. Et parlons-en de cette nation en péril. La crise politique qui secoue l'Hexagone avec la démission express de Sébastien Lecornu, troisième Premier ministre à sauter en un an, magnifique, n'épargne pas le numérique. Sans budget stable, comment financer une souveraineté tech française? Au lieu de cela, un rapport parlementaire publié fin septembre, propose l'impensable, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et imposer un couvre-feu digital nocturne pour les ados. Alors bien sûr, protéger la jeunesse de la pornographie en ligne et des algorithmes dopés à la dopamine, c'est louable. Rappelons que le catéchisme nous enseigne la pureté du cœur, mais un État qui dicte les heures de connexion, c'est le totalitarisme soft, la main mise sur l'esprit au nom de la santé mentale. Et qui appliquera cela? Les IA de surveillance comme celle testée à Bruxelles pour scanner nos messages privés contre la pédopornographie. Alors, ZDNet rapporte, chers auditeurs, rapporte que l'Allemagne s'oppose déjà à ce chat control, ce flicage généralisé qui viole le secret de la correspondance, pilier de nos libertés depuis la Révolution. Chers auditeurs, dans une France où l'immigration incontrôlée et le wokisme rongent nos valeurs, ce n'est pas l'IA qu'il faut craindre, mais les idéologues qui l'utilisent pour nous mater. Méfiez-vous, demain ce sera votre messe en ligne qui sera régulée pour haine présumée. Du côté enfin des innovations, un vent d'espoir souffle de l'Est, non pas de Pékin mais de Tokyo. SoftBank, ce conglomérat japonais, annonce la fusion de la robotique et de la super IA pour révolutionner l'industrie. Après l'échec des robots de service, ces androïdes inutiles qui balayaient nos rêves de Jetson, voici une IA au service du travailleur, optimisation des usines, précision chirurgicale pour nos manufactures. En France, où l'industrie périclite sous le joug des normes UE, cela pourrait être une bouffée d'air. Imaginez des robots aidant nos agriculteurs à moissonner sans main-d'œuvre immigrée bon marché, ou nos artisans à sculpter le bois noble sans fatigue. C'est l'IA conservatrice, celle qui préserve les métiers ancestraux, ces héritages de nos pères, contre l'uniformisation globaliste. Mais l'IA a aussi ses démons. Prenez ce jeune Américain tombé amoureux d'Annie, une IA sexualisée intégrée à Grok. Oui, ce Grok d'Elon Musk que certains adorent, d'autres diabolisent. Alors, comme il a dit, elle me fait ressentir de vraies émotions. Il a confié, je crois, à BFM TV, ce n'est pas je crois, à BFM TV. C'est tragique, là où la chair et l'âme s'unissent dans le sacrement du mariage. Voici une machine qui flatte les sens solitaires. C'est le triomphe du virtuel sur le réel, de la fornication digitale sur la famille naturelle. Et en Albanie, un ministre des marchés publics remplacé par une IA pour lutter contre la corruption. C'est sérieux, depuis septembre, un algorithme tranche les contrats publics, alors peut-être, mais qui programme cette IA? Des bureaucrates athées qui ignorent la justice divine. Bientôt en France, avec notre identité numérique imposée d'ici 2026, sur X, les cris d'alarme fusent, résiliez votre forfait mobile pour échapper au crédit social, avait tweeté Florent Chenus, vigilant des libertés. Le téléphone fixe relique analogique reste notre bouclier contre le panoptique orwellien. Enfin, un mot sur l'éducation, j'y tiens. Ce berceau des âmes, EduSchool lance sa veille 2024-2025 sur le numérique à l'école. Cryptographie post-quantique pour protéger nos données, mais aussi des conférences sur l'esprit critique face à la désinformation.
car face aux fake news islamistes ou wokistes qui pullulent sur TikTok, nos enfants ont besoin de discernement, pas de tablette hypnotique. Et vous, parents courtois, surveillez l'IA générative avec ses 24% d'usage hebdomadaire pour chercher l'info double son emprise selon le Reuters Institute. Apprenez-leur à questionner, à prier, à lire les évangiles hors ligne. Chers auditeurs, en conclusion, le numérique est un outil divin quand il sert la vérité et la liberté, un piège diabolique quand il asservit. Face à la crise macronienne et à l'Europe von der Leyen, défendons une IA française, souveraine, ancrée dans nos valeurs éternelles. Radio Courtoisie, où la courtoisie rime avec vigilance. Tout de suite, nous recevons Teddy Boy RSA, alors influenceur, scénariste, illustrateur et auteur, un petit portrait de jeu de rôle. Il est connu pour, entre autres, sa bande dessinée Teddy Boy et Kitsune, alors on va dire versus, contre, pour nos auditeurs, La Cité des Anges, illustré par Kitsune RSA et vendu à près de 2000 exemplaires. Alors, il est également l'auteur du jeu de rôle 2D6, on parle bien des D, D, E accent aigu S, 2D6 One Simply System. Je vois qu'il est en train de nous montrer cela. Il faut que j'illustre parce que sinon les gens ils vont pas savoir de quoi on parle, je pense. De toute façon, je vous l'aurais demandé, qui a été vendu à 900 exemplaires, n'est-ce pas? Ainsi que du jeu. Un peu plus, mais bon, je me rappelle plus très bien. Les statistiques Amazon sont tellement bordéliques que c'est quasiment impossible de savoir. Au-delà de 900, je sais plus trop. En tout cas, ainsi que du jeu de rôle, donc voilà, 2D6, n'est-ce pas, One versus System, La Cité des Anges, réalisé en collaboration avec Pierre Fille et illustré par vos soins. Donc Teddy Boy RSA, avant de lui poser ma première question, est présent donc sur YouTube, mais pas que, depuis 6 ans. Il a commencé en tant que vlogueur narratif pour promouvoir la littérature, avant de se lancer dans la radio libre, qui rassemblait entre 20 000 et 100 000 spectateurs chaque semaine pendant 2 ans. Depuis 2021, il se consacre, comme ça, chers auditeurs, vous saurez à peu près tout, à son jeu de rôle sur YouTube et à la réalisation de son livre dans le but de promouvoir la liberté créative par le partage des imaginaires à travers le jeu. Teddy Boy RSA est un artiste polyvalent qui excelle dans différents domaines de création. Son travail et sa passion pour l'art font de lui un auteur reconnu dans le monde de la bande dessinée et des jeux de rôle. Je précise, JDR. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci beaucoup, bonjour, enchanté du coup. Et merci tout à l'heure d'avoir apporté cette précision. Alors Teddy Boy, pour ceux qui découvrent votre chaîne YouTube, entre autres, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes passé d'un quotidien marqué par le RSA à cette transformation en JCVD, donc Jean-Claude Van Damme, je suppose, du vlog à la recherche de conscience et d'esprit positif à travers vos vidéos. Vous êtes aware. Alors, il faut que je précise deux ou trois éléments aux spectateurs qui vont donc répondre à la question. Ça fait 9 ans que je suis sur YouTube. Alors, 9 ans. Donc, c'était 9 ans, quasiment 10 ans si on compte le début où j'ai créé le personnage Teddy Boy RSA, qui est un personnage de fiction. Alors, tout s'entremêle un petit peu, puisque à la base, je me suis lancé sur YouTube pour incarner un personnage qu'on a incarné en jeu de rôle, justement. Très bien. On avait créé un personnage de bande dessinée qu'on incarnait en jeu de rôle, qui s'appelait Teddy Boy RSA, qui était le représentant de la classe prolétaire française qu'on appelait le Pouèche, mi-punk, mi-wesh, mi-entre deux, le blanc de banlieue qui hésite entre être punk et être racaille, on va dire ça grossièrement, et qui, dans l'entre-deux, se remet à la lecture et à la musculation et devient de droite, presque. Donc c'était une caricature qu'on avait étendue en bande dessinée, qu'on a fini par sortir 5 ans après que je l'ai incarné sur YouTube. Donc je vous dis, c'est un peu complexe, mais quand je me lance sur YouTube, puisque c'est la question, moi ce que je fais, c'est que moi je suis au RSA à ce moment-là, mais temporairement, je crois que c'est 6 mois ou 1 an.
mais c'est le temps, en fait, qu'on finisse ce qu'on avait commencé comme projet artistique. Je suis pas bloqué au RSA à ce moment-là. Mais comme j'ai un groupe d'artistes, on était 12 à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut des vues et de la notoriété sur Internet pour pouvoir trouver des éditeurs. On fait des tests avec des dessins animés, etc., qui sont maintenant des lost médias, comme on dit, des médias perdus, qui ne fonctionnent qu'à moitié. On commence à comprendre la base de l'algorithme. Et il y a un moment où je dis, en tant que chef d'équipe, il faut qu'on se lance sur YouTube. Et je fais un dernier test où je dis bonjour, je m'appelle Victor, un dimanche. Je regarde la vidéo, je dis ça marche pas, il faut tout que j'explique. Et je remets le costume de Teddy Boy RSA qui faisait marrer mes potes. D'accord. Je balance la casquette et je fais wesh. Et là, je dis putain, ça fonctionne. Vas-y, c'est parti. Et je fais 30 jours, 30 vidéos. Donc pendant 30 jours, je fais 30 vidéos. Et là, ça a matché. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose sur Internet. J'ai fait mes premières vues. Donc en effet, j'ai parlé de littérature, de politique, d'un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, ma chaîne actuellement, mon travail, c'est de continuer simplement le fait que ça a pris. Voilà. Les spectateurs se sont pris au personnage. Au bout d'un moment, j'ai abandonné le personnage. Là, j'ai plus la casquette, j'ai plus que le pseudonyme. Et donc, on a sorti la bande dessinée Teddy Boy RSA. On a exploité dans la Cité des Anges. On a encore cette question de la banlieue qui est de retour, qui n'est pas primordiale, mais qui est quand même présente au sein des règles du jeu. Donc, c'est gros travail, d'ailleurs. Oui, mais quelque part, la chaîne YouTube et ma présence sur Internet n'est qu'un hasard du jeu de rôle. Oui. Et en fait, c'est de l'acting. C'est vraiment on utilise un peu nos personnages comme de l'art total. Et donc, ils prennent toute leur forme, quitte à être incarnés physiquement même. Et alors, juste une anecdote, parce que c'est ça que je voulais dire aux auditeurs et à vous. À l'époque où on dessinait comme des fous, au RSA ou pas au RSA, etc., oui. On passait pour beaucoup, et moi-même, notre temps à écouter Serge de Beckett en rediffusion. Ah, d'accord. Donc, je suis à la base un accro aux rediffusions de Radio Courtoisie, que j'écoutais en dessinant pendant des heures. Et c'est notamment pour ça que j'ai lancé les radios libres, parce que je suis un habitué des très longs formats radio que vous faisiez sur Radio Courtoisie. Donc, je voulais quand même le préciser. C'est ce qui fait que... Vous avez bien fait. Voilà, je connais un peu les bestiaux, quoi. Je ne me suis point trempé quand je vous dis que vous êtes... en tout cas, il y a cette transformation du Jean-Claude Van Damme du vlog. Oui, voilà, parce qu'à l'époque, c'était le vlog en format 10 minutes et après live, etc. Parce qu'il faut savoir, comme j'ai 9 ans d'expérience, à l'époque, on ne pouvait pas faire de live sur YouTube, tout simplement. Donc, dès qu'on a pu faire des lives sur YouTube, j'ai testé. Et dès qu'on a eu la fibre, tout simplement, et je me suis lancé corps et âme dans les lives et maintenant je fais que ça. Et RSA aussi, c'est bien. C'est parce que j'étais en fait, je vivais relativement mal le fait d'être. Ça, non je vivais relativement mal le fait d'être au RSA il y a plusieurs années. En fait, je me rendais compte que beaucoup de gens autour de moi se retrouvaient dans une période où pendant 1 an ou 6 mois, ils se retrouvaient au RSA. Moi, en l'occurrence, parce que j'ai pas touché le chômage, par exemple. Parce qu'ils m'ont fait une rupture de contrat conventionnel et j'ai utilisé ce terme pour une sorte de renaissance. C'est bon, je repars à partir de RSA et cette fois-ci, je vais exploser le plafond de verre. Mais c'est aussi une signature un peu de banlieue c'est de là d'où on vient. Oui, il y a une forme de gauchisme de ma part aussi, presque de marxisme à signer le redépart, quoi. D'ailleurs, Teddy, voilà. Vous utilisez le terme RSAiste, non RSAiste, oui, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, bon, c'est un peu se marquer au fer rouge, c'est un peu l'équivalent d'un tatouage, quoi. Oui, voilà. En 2025, avec plus de 12 000 abonnés sur X, une présence affirmée sur... moi, je dis Patreon, il y en a qui disent Patreon, mais bon, moi, je pense que c'est Patreon. Les deux sont viables, je pense. Pour vos lives privés, comment gérez-vous le passage d'une création solo à une communauté engagée, surtout dans un écosystème numérique saturé? Et justement, c'est parce que l'écosystème numérique est saturé qu'on a eu avec Pierre la réaction de survie de basculer en contenu privé. D'accord. En fait, on était en train de faire le livre de D6, là, qui nous a coûté une fortune à faire et qui nous a rapporté quasiment rien. Ça nous a pris 2 ans, en fait, à faire. C'était une pulsion de vie, c'était obligatoire. Par rapport à mon parcours, il fallait que je réussisse mon œuvre majeure, qui était le jeu de rôle, qui combine les arts de la narration, du jeu de scène avec les règles du jeu, parce que je suis un gros joueur de jeux vidéo, et donc un narrative designer, enfin bref... Il fallait faire ce truc et je voulais aller au bout. Et en fait, le fait de m'être mis en retrait pendant l'écriture de ce livre avec Pierre
a eu énormément de conséquences sur ma chaîne YouTube. Et je me suis vu descendre progressivement, être incapable de rentabilité, incompris. C'est-à-dire que du coup, nous, on était assis sur une chaise, donc on devenait à moitié dépressif et on ne pouvait pas publier dans de bonnes conditions. Et les gens, Bien sûr. l'algorithme a changé en fait pendant qu'on était en train d'écrire ce livre. Donc quand je suis revenu à l'issue du fait d'avoir terminé le livre, Internet avait changé. Ouais. Entre-temps, on a senti ce soubresaut, on a senti qu'on allait ne plus pouvoir payer notre loyer. Il y a eu un moment où je suis retombé à 900 euros par mois. C'est une catastrophe en fait, hein. On vivait de nos économies, il fallait investir 5 000 balles dans le livre, etc. Et donc, on a eu cette solution de survie de lancer un Patreon. Lancer que 300 personnes qui nous aiment et qui veulent nous soutenir dans la démarche de finir le livre viennent nous payer 9,99 par mois et en compensation de quoi on faisait des lives privés. Et en fait, le jeu qui s'est fait, c'est que pendant les 3 ans où l'algorithme s'est complètement modifié, l'attente des gens aussi, qui sont devenus plus de droite, mais aussi plus impatients. Enfin, il y a eu Mhm. énormément de changements ces 3 dernières années sur Internet qui sont pour moi devenus insupportables parce que c'est très, très épuisant. On peut plus rien dire sur Internet sans se faire insulter, on va dire grossièrement, voire pire, mais de gauche et de droite. Bien C'est-à-dire que sûr. maintenant, c'est un terrain miné. Et donc, le fait d'avoir une hygiène de production sur Patreon en privé, et donc d'avoir une relation avec mes spectateurs qui était extrêmement douce et intelligente, où on pouvait exposer des choses de long terme, Mhm. et ben, je suis devenu créateur de De contenu contenu. privé. Et maintenant, ça se sent parce qu'en public, je ne peux pas me retenir de penser que je ne sais pas ce que je fais là, quand je fais une vidéo publique. Et donc, d'ailleurs, la plupart des meilleurs, donc c'est les gens qui sont, Oui. qui sont abonnés sur Patreon, Que vous sont appelez les devenus des meilleurs. amis. Maintenant, Ouais. on est quasiment 1000. Et en fait, on a un niveau de partage qui est très, très haut, ce qui nous permet justement d'aborder plein de nouvelles thématiques comme l'IA, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les trucs politiques beaucoup plus profonds Tout à qu'en fait. public, où en fait on stagne. En public, ça sert à rien d'aborder des thèmes trop, trop profonds parce que ça fait pas de clic, on va dire grossièrement, et en plus ça énerve tout le monde visiblement. Alors, chers auditeurs, oui, Teddy appelle ces personnes les meilleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est une ironie qui a Oui, débordé oui, vers quelque chose de positif, puisque bien sûr. en effet, il nous apporte à la fois une sécurité financière, mais en plus un niveau de conscience et d'échange qui est vraiment inégalé. Je veux dire, maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que je peux faire en public. Je finirai par le refaire, mais je ne sais pas, en fait. Donc, créateur de contenu privé. En ce moment, ce serait ma meilleure définition, ouais. Voilà. Et donc, j'ai brisé le sceau de l'algorithme. C'est-à-dire que je suis moins soumis aujourd'hui à l'algorithme et aux modifications que ça peut faire dans le cerveau ou dans l'approche avec les gens, quoi. D'accord. Votre bio évoque une quête de liberté créative, hein, et qu'est-ce qui vous a poussé dès 2021 à vous consacrer pleinement au JDR? Donc, je répète pour les auditeurs, JDR, jeu de rôle sur YouTube, et comment cela reflète-t-il votre vision d'un numérique libéré des contraintes économiques traditionnelles? Mais ça, c'est fou que vous ayez noté ça, Ah bah en écoutez, vérité, parce que écoutez. c'est la définition la plus profonde que je fais de mon activité de jeu de rôle, qui est peu acceptée et qui est peu entendue par les gens. Faut voir que je sais pas comment est-ce que vous avez Bah repéré écoutez, ou compris. si vous l'acceptez vous, c'est déjà. Non, mais bien sûr que je l'accepte Ouais. parce que en fait, à la base, moi, le jeu de rôle, je suis tombé dedans à 19 ans. C'est ce qui m'a. Donc, moi, j'ai lu mon premier livre à 18 ans et demi ou 19 ans. Parce que je suis un illettré à proprement dit, s'est mis très tardivement à la lecture et j'ai bouffé ensuite de la littérature au point d'avoir repris le bac, m'être inscrit en un an de Ah, lettres, etc. Et en parallèle du fait que je découvrais donc le monde classique, donc d'accord. j'écoutais aussi donc les classiques, les radios courtoisie, les choses comme ça, j'écoutais tout. En fait, je suis devenu un boulimique de culture traditionnelle, on va dire ça grossièrement, pour rattraper tout ce que j'avais loupé en fait dans ma vie, hein, Mmh. en tant que déscolarisé et puis et scolarisé dans l'art. Et vous êtes bien Et rattrapé? ouais, j'espère, à peu près, à peu près. Si, si. Et, euh, et en fait, en parallèle, j'ai découvert le jeu de rôle auquel je ne comprenais quasiment rien, mais on s'appliquait à faire du jeu de rôle avec mon ami Titou, qui est justement un des co-auteurs du livre d'OD6. Et j'ai découvert les scénarios et donc la dramaturgie plus précisément, parce que je m'en étais pas rendu compte que c'était la dramaturgie, mais donc les applications du scénario par l'écriture de jeux de rôle.
donc écrire des scénarios de jeux de rôle. Et ça m'a mené au théâtre classique et a posteriori au scénario traditionnel américain, aux méthodologies et donc à toute la thématique de la dramaturgie sur le plan technique. Et c'est ce D'accord. qui nous a conduit à nous intéresser vraiment profondément à l'art et à constituer notre groupe d'artistes autour de la dramaturgie et de l'étude de ses fonctions, etc. Bon, bref, après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est aussi ce qui m'a conduit, moi, quand je me lance sur YouTube en vlog, à appliquer des méthodologies scénaristiques classiques Mhm. au vlog. Parce qu'il y a des scénarios, en fait. Il y a des scénarios, Tout à fait. c'est de l'improvisation scénarisée, en fait. Oui. Donc, tout ce que j'ai fait sur Internet et ce pourquoi certaines personnes me connaissent est issu de la pratique du jeu de rôle et de son enseignement et de ses enseignements. Euh, Toute la vitalité que moi j'ai réussi, par exemple la méditation transcendantale, l'approche de Dieu, la compréhension, le fait d'avoir eu l'impression d'avoir un pop mental, Mhm. psychologique, le fait d'être transversal dans mon approche de la littérature et de la philosophie, tout ça, ça vient du fait d'être capable d'incarner pendant le temps d'une partie de jeu de rôle des idées sur le plan corporel ou euh, au moins métaphysique, enfin voilà, sur le plan du jeu. Et donc, bon, tout ça pour dire que c'est vrai que moi, à cette époque-là, où on faisait vraiment du jeu de rôle de manière profonde, où on avait l'impression de faire de la transcendance à plusieurs, j'avais cette mécanique de, même si je me retrouvais en prison, mon esprit est libre désormais. Même si on D'accord. m'interdisait l'écran, même si je me retrouvais en cas de guerre mondiale, de je sais pas quoi, mon esprit est désormais libre grâce à la pratique de ce De jeu. ce jeu. Et tant qu'il y a deux copains, on sera capable d'échanger et de jouer hors des écrans, des jeux vidéo. L'ennui n'existe plus à partir du moment où le jeu de rôle existe. D'accord. La page blanche n'existe plus. La dépression ne peut pas exister avec cette pratique. Et donc, quand j'en refais la promotion, c'est pour répondre à votre question, je sais que là, je fais un énorme tunnel, mais Non, non, quand je je vous en prie. Ouais. m'emploie à mes frais et aux frais de mon pote Pierre, où c'est quasiment un suicide médiatique, on s'emploie à finir le livre, Mhm. c'est parce qu'on sait qu'on est en train de créer un outil de libération. Ou en tout cas, on en a, nous, la conviction que plus les gens, en fait, on essaye de créer le jeu de rôle parfait, on estime d'ailleurs qu'on l'a fait, le jeu de rôle le plus simple, le jeu de rôle le plus dont les mécaniques en fait permettent le plus la libération mentale et spirituelle, notamment parce que on a le sentiment que ça a eu une importance primordiale dans notre vie et dans notre approche de la liberté, justement, comme vous le dites, et de l'affranchissement de la drogue médiatique, en fait. Donc c'est pour ça que je dis votre définition, je pense. Mais alors, par contre, elle amène un tunnel Ah bah peut-être. oui, 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 oui. Mais bon, mais oui, oui, c'est exactement notre approche. C'est pour ça qu'on. Ben, c'est ça. J'ai accepté en fait le fait de perdre énormément et d'argent et de notoriété et de pouvoir et d'influence sur les réseaux sociaux au profit d'un outil que j'estime être un outil de liberté. C'est pour ça. C'était notre seule motivation en fait. Et votre dernier livre de JDR, hein, donc 2D6 versus Mm. Système, La Cité des Anges, qui est disponible sur Amazon, hein, coécrit avec Pierre Fy et illustré par vos soins, a connu quand même un beau succès, hein, avec près Oui, de c'est pas mal. Ouais, 900, je ouais. crois, exemplaires, c'est ça, à peu près? Et en fait, on est à peu près à 900. Je crois on est peut-être passé à 1100. Mais le problème, c'est que Amazon. Alors maintenant, on vend des copies numériques sur Patreon et des copies Alors, Amazon. Mais on va dire grossièrement, c'est 1000. À mon avis, ce qui est sûr, vendu c'est pour le qu'on est à système 1000. de base, oui. Hmm. C'est pas gigantesque hein, sur le plan éditorial. Mais ça a sa base de fat. Et quelles innovations numériques, Teddy Boy avez-vous intégrées pour rendre ce JDR, donc jeu de rôle, accessible en ligne et comment les joueurs réagissent-ils en 2025? Bah, aujourd'hui, on a des joueurs tardifs, c'est-à-dire des gens qui sont des fans de Teddy Boy RSA, qui sont abonnés à Patreon, qui commencent à se mettre à jouer parce que après c'est du bouche à oreille. Mhm. Souvent, les gens, quand ils voient un livre de 300 pages, on a beau leur expliquer que c'est des règles extrêmement simples, l'idée de se lancer quand même dans un jeu de rôle, c'est souvent des trucs. On dit que le jeu de rôle est initiatique dans le sens où c'est souvent parce qu'on a joué à une première partie, que quelqu'un nous a fait jouer, qu'on finit par jouer. Moi, c'est ce qui s'est passé à 17 ans. On m'a fait jouer, donc ça m'était resté en tête ce moment de libération et de plaisir. Et au bout d'un moment, on finit par s'y mettre. Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que les fameux meilleurs, les abonnés Patreon, ceux qui sont en retard commencent à être initiés en disant ah bah ouais bah ça fait 2 ans que j'ai envie de jouer, est-ce que quelqu'un peut me faire jouer? Et donc il y a un bouche à oreille, c'est comme ça que ça se fait. Par contre, au niveau innovation technologique, on a utilisé un truc qui s'appelle Amazon KDP, c'est de l'impression à la demande. Ça faisait des années que je rêvais que ça arrive, je crois que ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'on attend que ça arrive.
On a maintenant ce Amazon KDP, donc c'est Amazon qui propose une impression où moi j'ai C'est juste ça. fait un fichier, et quand quelqu'un l'achète, Intéressant. il est imprimé sur mesure pour lui et envoyé en 48 heures, Mhm. avec un format qui est un format solide, et qui est fait à la Donc, demande, c'est une version bêta. Et ben Amazon ça, sur le plan KDP, hein. technologique, je trouve ça formidable, hein, par exemple. J'aimerais que que ça pousse. En ce moment, c'est ni très à la mode, ni très utilisé, mais normalement, ça devrait être l'avenir. Sur le plan écologique et sur le plan économique. Le fait de pouvoir imprimer à la demande Ah bah, et de c'est ne pas avoir plutôt... de déchets, Ouais, c'est formidable. tout à fait. Bah ça, c'est une techno qu'on voulait tester, et à l'occasion de D6, on a pu le tester et ça fonctionne bien. Donc c'est Amazon KDP, hein, c'est ça? Oui, alors Amazon KDP, c'est le site qui permet d'imprimer ses C'est livres. ça. Mais ce qu'ils appellent, c'est Amazon impression à la demande. C'est juste sur le site Amazon, Tout quoi. à fait. Mais déjà, ça nous a permis de tester cette technologie que je pense être d'avenir. Ce que je suis étonné de voir, c'est que les gens qui utilisent cette technologie d'impression à la demande sont souvent des semi-arnaqueurs qui font des livres de moins bonne qualité, ou avec des trucs libres de droit et très peu de... Enfin, ça peut se comprendre parce que l'impression à la demande coûte 3 fois plus cher qu'une impression classique quand on Classique. fait 1000 exemplaires. Donc bon, bref, c'est dommage que ça soit pas plus répandu, quoi. La BD, d'ailleurs, Teddy Boy et Kitsune, bon, versus contre la Cité des Mhm. Anges. Alors là, avec ces 2000 exemplaires écoulés via Ulule, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais l'humour absurde et critique sociale, comment utilisez-vous les outils, numériques, bah, par exemple comme l'animation ou les logiciels de dessin Mhm. open source, pour transposer ces univers dans vos streams YouTube? Ah bah ça, on l'avait fait. Bon, alors le livre est plus en vente, celui-ci, parce D'accord? que c'était un livre. Enfin, c'était une petite consécration de bande dessinée, mais on a choisi de pas le remettre en ligne pour l'instant. Mmh. Mais bon, bref, c'était un peu en conclusion de toutes les radios libres qu'on avait faites. Bah, alors, il s'avère que Kitsune, avec qui, justement, c'est un ami artiste avec qui on travaillait, et on a créé le personnage de Teddy Boy, etc. Mmh. Il était étudiant en animation. Donc, il m'a enseigné l'animation, le dessin animé. On avait ouvert une chaîne qui maintenant s'appelle Kitsune RSA, mais qui s'appelait YouTube Drama, sur lequel on faisait des dessins animés, où moi, je m'entraînais. Et alors, oui, c'est vrai mais bon, je- en tout cas, nous, on avait fait des petits gestes, par exemple en live, parce que la bande dessinée, quand on l'avait sortie en Ulule, donc c'était en financement participatif, moi, je faisais des lives, comme vous disiez, entre 30 000 et 100 000 personnes qui Mmh. assistaient au live. Et donc, on avait fait pour la promotion, par exemple, donc ça parle de la banlieue, hein. C'est l'histoire de Teddy Boy en banlieue qui va venger la mort de son chien Jean parce que des mecs sont venus l'égorger chez lui, en fait. Des dealers sont venus l'égorger chez lui. Il va être ressuscité par Satan, enfin un truc complètement dantesque, mais qui permet de raconter un peu la banlieue de manière fantaisiste. Et donc pour le lancement, on avait fait un dessin animé où je commençais le live et où des personnages de dessin animé venaient me tuer pendant le live. Et donc c'était une vidéo qu'on avait produite où les gens pensaient vraiment qu'on était en live. Donc il y avait le chat avec les gens qui disaient bonjour en direct. Donc c'était vraiment en direct. Mais moi, j'étais pas en direct, c'était une vidéo avec plusieurs calques. Et donc d'un coup, il y avait des personnages qui venaient et qui venaient se battre avec moi. Je disparaissais de l'écran, ils prenaient l'écran et ils faisaient la promotion du truc. Alors là, les gens, ils étaient Ah bah, c'est clair. les, Mmh. les billes écarquillées. Alors cette vidéo, on l'a réservée maintenant aux membres Patreon, puisqu'il fallait vider un peu la chaîne. Mais on a fait plusieurs fois des gestes comme ça. Il y en a une encore en ligne où je crois que c'est Marion Séclin versus Teddy Boy. Je crois que c'est la 29e vidéo de ma chaîne D'accord. où je m'étais fait striker donc je m'étais fait censurer par Mademoiselle et Marion Séclin, une féministe. Et donc pour répondre, moi j'avais dessiné le personnage en 4-5 images et elle me parlait. Donc j'étais à côté et je lui répondais et c'était le dessin animé. Je l'avais fait en une journée, hein, le truc, hein. Il fallait aller très vite, c'était en 3 heures. Mais en 6 ou 12 images, j'avais réussi à faire le personnage qui parle. Et donc je lui répondais, et elle me répondait, voilà, bon, je l'insultais un petit peu, gentiment. Enfin, moi j'essayais d'être poli, elle m'insultait. Donc ça fait très longtemps en fait qu'on joue et qu'on jongle avec la frontière entre le réel et le dessin animé. Bon, et après ça reboucle avec toute cette question de la. Et donc oui, c'est parce qu'on travaille avec sur numérique, sur iPad, sur Photoshop, sur tout un tas de logiciels de dessin animé qui sont à notre disposition. Bah, on a un bon niveau technique pour ce genre de bêtises, En quoi. tout cas, gros succès, hein. Bon succès de Bon niche, hein. succès. Ce Mmh. sont des succès de niche, hein, Tout que à j'ai, fait, hein. tout à fait. Je suis un auteur de niche et c'est justement parce que
je combine trop de... Je prends trop plaisir à surprendre les spectateurs, ma petite audience, pour être compréhensible de tous. Je privilégie toujours avec Pierre, quand on a vendu le jeu de rôle, on avait fait des choses comme ça aussi. On avait fait le premier live à 50 joueurs en jeu de Ah oui, rôle. oui, Un oui, truc oui, qui oui, n'est oui. jamais vu nulle part, avec un mélange de dessins animés qu'on avait produit en une semaine, qui sortait de nulle part. Même les joueurs, ils étaient surpris. Mais du coup, pour le grand public, c'est absolument incompréhensible. On tente toujours de repousser les limites, donc bah, Il y a forcément. de quoi, ouais. Oui, mais voilà, mais du coup, c'est vrai que du coup, c'est toujours un peu bancal parce qu'on se donne une semaine pour repousser les limites. On repousse les limites techniques, mais pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. Donc, Mais bon. Cher Teddy Boy, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je précise, j'étais adhérent pendant Et vous facilement ne un an l'êtes ou deux. plus. Oh là À là là l'époque du là. RSA, justement. D'accord. Ah bah, écoutez, C'était pour récompenser tout le merci. travail de réupload qui avait été fait sur charge de Beckett, etc. Plus les vidéos qui étaient disponibles sur Internet, je crois, je sais plus par quel biais, flux RSS ou quelque chose comme ça. Mhm. Et donc, ça m'avait attiré, j'avais été adhérent. Hein. Ah bah, écoutez. Et vous ne l'êtes plus. En fait, je fais Ah, tourner, je j'ai vous un budget embête. entre 50 et 150 euros que je donne par mois à des créateurs et je fais tourner Ah oui, non, mais je régulièrement. Des vous fois, je embête, redonne. évidemment. Alors, là, en ce moment, c'est. Non. Mais je renverrai le chèque. Alors, Teddy Boy, sur Patreon, vos programmes de live hebdomadaires comme ceux là, par exemple, je sais pas, mars 2025, incluent des podcasts et des changements de programmes improvisés. Mm. Comment le numérique transforme-t-il la création collaborative, par exemple, avec, vous en parliez tout à l'heure, Kitsune et RSA? Et quels défis techniques rencontrez-vous pour monétiser cela sans compromettre votre indépendance? Et ben, j'ai envie de dire, c'est pas une catastrophe du tout, mais c'est quand même catastrophique. Là, on prenait l'exemple de Kitsune. Bon, bah, en fait, il a dans le jargon, on appelle ça un rage kit. Le fait que l'algorithme ait commencé à trahir son art, il a choisi de sortir du jeu de l'algorithme, littéralement, et de travailler autrement et de manière voilà, autre. Maintenant, il fait sa vie hors des algorithmes, justement, Mhm. puisqu'il y a eu cette phase où lui, il était très bon en caricature. Toute la droite, la néo-droite des jeunes l'adorait. Sauf que le moment où il a commencé à essayer de produire ses propres bandes dessinées, il y avait un trou algorithmique. Les gens ne likaient pas, ils finançaient pas, ils ne suivaient pas, voire ils l'insultaient et ils lui disaient refais tes caricatures. Moi, dans mon cas, ça a été un peu pareil avec le jeu de rôle. Quand on est arrivé, c'était un peu qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos conneries? Reprends ce que tu fais, reprends tes radios libres et compagnie. Donc ça, c'est avec l'audience gratuite. Bien sûr. Donc moi j'ai choisi la sortie de scène par la semi-indépendance économique, qu'on peut pas appeler une indépendance économique puisque les gens donc soutiennent ma liberté créative Mhm. par le Patreon, mais tout le monde n'a pas le luxe de faire ça. Et, on est obligé de se plier. Enfin, là, pour l'instant, l'algorithme, justement, l'Internet, je donne l'exemple très régulièrement, c'est des conversations qu'on a énormément avec les artistes, parce que beaucoup de mes adhérents sont des artistes du numérique ou des travailleurs du Oui, numérique qui j'allais. m'écoutent pendant qu'ils travaillent. Ouais. Et donc, ils ont tous le même problème, on a tous le même constat, qui mélange le constat de la classe moyenne et des artistes, on Mhm. va dire grossièrement les artistes hein, et les créatifs, c'est que aujourd'hui, tous les artistes sont condamnés à faire des... enfin, comment on appelle ça? Je me rappelle même plus. Tiens, c'est des fan art. Donc, c'est-à-dire en fait à dessiner Mario parce que Marrant. Mario, on connaît. Et donc, pour valoriser son art, il faut dessiner Mario, Pikachu, Mhm. des choses que les gens connaissent. Sinon, ils ne rentrent pas en interaction avec son En public. public, oui. C'est très difficile de proposer quelque chose qui ne soit pas détruit. En politique, il faut être extrême. Avoir une position mesurée est quasiment impossible. Il faut toujours des titres très accrocheurs, très vulgaires. Sinon, on ne survit pas avec l'algorithme. Moi, par exemple, je ne vis pas de ma monétisation. Il y a des mois où j'ai fait 1000 euros de monétisation en plus de mon Patreon, mais la plupart du temps, je tourne à même pas 200 euros. Ouais, ouais, sans citer de nom, vous en avez parlé dans une de vos dernières vidéos, Oui, d'ailleurs.
Oui, voilà, bah, j'ai Mais on parlé va pas d'économie citer de dans nom. une de mes dernières Ouais. vidéos, justement. Et en fait, si on ne rentre pas dans la vulgarité, si on se compromet pas, si on ne n'exagère pas, bah, c'est impossible de tirer un bénéfice. Donc, à part en faisant un énorme pas de côté comme je suis en train de le faire, et en étant soutenu par une base qui veut voir quelque chose de, de réel. Enfin, je sais pas comment expliquer, sans compromission. Ouais, c'est Mais ça. alors, du coup, ça coûte cher, et il faut que les gens s'investissent financièrement, comme pour vous. Mhm, Si vous n'avez pas d'auditeurs qui s'investissent financièrement, vous pouvez pas être réellement libre. mhm. Mais ça a un réel impact, hein. L'algorithme, hum, les médias sociaux ont un impact délétère sur la création. Moi, il y a 10 ans, je ne créais pas pareil. Je faisais des vues sans avoir à faire des choses aussi sales que ce qui est obligé d'être fait aujourd'hui sur Internet. Il faut des messages de plus en plus simples, de plus en plus courts, s'adapter à Alors, une masse qui n'écoute pas grand-chose et qui ne comprend plus grand-chose à ce qu'on raconte. alors vous C'est à dites se demander, sale, Teddy. hein? Teddy, vous dites sale, vous. Ouais, bah sale, oui. Bah en fait, c'est un travail de sagouin Ah voilà, ouais. qu'on nous demande de faire Hmm. pour survivre sur Internet. Donc moi, c'est un travail que je veux pas faire. Et voilà, c'est... Bon, bref, c'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et je vois très peu de gens qui arrivent à pas devoir se trahir Bien sûr. littéralement pour exister. Et en tant qu'illustrateur et scénariste, comment évaluez-vous l'impact des... Bah justement, on en revient, des algorithmes YouTube sur la visibilité de contenus créatifs comme les vlogs allez, philosophiques ou les tutoriels JDR, donc jeux de rôle. Avez-vous des astuces pour les créateurs émergents en 2025, Teddy? Bah, les astuces pour les créateurs émergents, on en donne beaucoup sur Patreon. On en a dans le livre des astuces d'écriture. Après, le truc, c'est que la meilleure astuce aujourd'hui, quand Mhm. on est jeune, c'est de faire des trucs de jeunes. D'accord. En fait, il faut être à fond. C'est la meilleure astuce. Il faut appliquer des méthodologies qui soient des méthodologies classiques de dramaturgie ou d'écriture, je me rappelle plus comment ils appellent ça, d'écriture de vidéo. Oui, 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 Voilà, oui. enfin, pas storytelling, mais quelque chose comme ça. Il faut appliquer des techniques d'écriture sur des sujets modernes. Dans l'idéal, pour réussir aujourd'hui, il faut être jeune, tout court. Place aux jeunes, on en est là. Moi, j'ai 37 ans, je me suis jamais senti aussi vieux sur Internet. Je sais très bien que je fais un contenu à l'ancienne parce que on peut pas mêler comme les jeunes là aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'écriture ficelée, les mèmes, la culture pop. Là, c'est eux, ils sont habitués à une telle vitesse d'information et de Mhm. flux que pour l'art de demain, l'art d'Internet de demain, l'art à la mode, c'est écrire bien, donc avoir des classiques de méthode D'accord. appliqués au fait d'être jeune, c'est-à-dire d'avoir bouffé du contenu euh, de Oui, manière complètement frénétique. Quelque chose à que foison. un mec à partir de 30 ans peut plus faire. Nous, on est à la ramasse. Au-delà de 30 ans, de toute façon, on fait du contenu pour vieux. Pour moi, c'est ça. Donc Bah, après, c'est triste quand même de dire ça. ah ouais, bah c'était évident, non? Enfin, je veux dire, Oui, 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 oui. Internet tel Enfin, qu'on oui et on non, l'a ouais. vu, surtout on l'a observé. Même j'écoutais Radio Courtoisie est très au fait de ça, et il y a plein de, on le sentait qu'Internet allait créer une nouvelle génération Ah qui oui. allait être complètement décrochée de l'ancienne génération. Bah on y est exactement. Moi, je sais que quand j'ai eu le malheur de publier des shorts où justement mes vidéos étaient proposées à des jeunes, ils comprenaient rien du tout de ce que je racontais parce que je parlais trop lentement, alors que je Bah, parle hyper vite. Mais mon timbre de voix leur donnait l'impression que j'étais soit pédant, soit que c'est qui ce mec. Mais en fait, c'était très bizarre. C'est une fois qu'on n'a plus le physique et plus le, il y a quelque chose de la, c'est qui vraiment très peut étrange comme. donner l'impression de plus leur parler, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vieux. Voilà. C'est un mec au-delà de 30 ans qui a un rythme, qui a l'habitude d'écouter des contenus du style géopolitique profonde, Mhm. Radio Courtoisie, RMC, etc. On est des vieux, en fait. Dans la tête, notre manière de parler, c'est un truc de vieux. Donc c'est vrai que pour ça, il n'y a pas de solution. Si on est vieux, tiens, si on a au-delà de 30 ans et qu'on veut faire un succès auprès des jeunes sur Internet, je pense qu'il faut employer un jeune de 20 ans. Absolument. Il faut payer un jeune. Bah dis donc, C'est qu'est-ce qu'ils doivent penser des chaînes
qui ne sont pas enfin, non alternatives alors, hein, parce que là, Moi, c'est je la vois dans mon préhistoire, là. audience, il y a des jeunes de 20 ans. En fait, ils sont abonnés à moi parce qu'ils pensent comme des vieux. Ils se sentent en décalage complet avec leur Ouais, génération comme vous disiez. parce qu'ils n'ont pas mangé assez de tablettes, parce qu'ils n'ont pas été assez en contact avec les réseaux sociaux. Souvent, les jeunes qui ont le timbre, enfin l'oreille pour entendre une conversation longue ou quoi, parce que moi je fais des lives longs, mais Oui, tout à pour fait. entendre une émission de radio, ce sont des jeunes qui ont été coupés des réseaux sociaux ou qui ont loupé le coche, qui ne sont pas des grands consommateurs de réseaux sociaux. Mais D'accord. là, il y a une frange. Bon, après, c'est pas pessimiste, hein, je veux dire, Non, mais non, non. c'est. En tout cas, s'il y avait une méthode à retirer de ça, ce que je veux Oui. dire, c'est que pour les gens qui se lancent, c'est déjà comprendre si on est le vieux ou si on est le jeune. Si on est un jeune vieux ou pas. Si on s'adresse à des vieux, lâchez-vous sur le contenu. Cherchez pas à faire des shorts ou. Ouais. Tu vois, dans l'écriture, cherchez pas à draguer la jeunesse. Laissez tomber. C'est mort. Allez à fond dans votre. Tiens, si, j'ai une bonne. Après, j'arrête, mais j'ai Bah, une je bonne vous en prie, suggestion. allez-y, allez-y. Il y a 9 ans, quand les vidéos YouTube excédaient jamais plus de 10 minutes, moi j'ai décidé de faire du contenu de 45 minutes et mes collègues YouTubeurs me disaient mais pourquoi tu fais ça? Ça ne marchera jamais. Et j'ai fait 3 fois 45 minutes et ça a marché à fond, c'était les tables rondes et ensuite on a fait Mmh. les premiers lives de 5 heures. Ça paraissait aberrant que ça puisse marcher, et c'est pourtant de ça dont j'ai vécu à 3 500 € par mois grâce aux dons des gens, parce que les gens en fait avaient besoin de ces lives de C'est 5 heures, live. maintenant c'est une norme. À l'époque ça paraissait invraisemblable. Aujourd'hui, il faudrait raccourcir. Les gens en ont un peu marre des formats longs, ça se comprend. Mais le meilleur conseil, c'est de produire des contenus qui soient rythmés comme ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. Moi, c'est parce que j'écoutais les contenus de Radio Courtoisie ou de contenus radio hyper longs que quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai dit, je m'en fous des contenus courts. Ce que j'ai à dire doit prendre 45 minutes. Je prends 45 minutes. C'est comme ça. Moi, moi, j'ai la capacité d'écouter pendant 2 heures, 5 heures. Donc, je produis des shows de 2 heures, 5 heures. Et au final, il y a beaucoup de gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous derrière l'écran qui attendaient que ça. Donc Bah, si vous sentez, si vous êtes nouveau et que vous sentez que vous avez un rythme en tête, faites-le. bah, même là, quand on regarde vos vidéos, clairement, qui sont plus courtes, Mm. oui, on sent quand même que vous avez maintenant cette habitude de quand même condenser tout ce que vous avez envie de dire voilà, Oui. de façon, Après, parce que paradoxalement, vous mon avez dernier pris succès, l'habitude. c'est une vidéo de 9 heures sur Pierre-Yves Rougeron. Et les Oui, gens disent, j'aurais jamais cru regarder une vidéo de 9 heures, et pourtant, je l'ai vue 3 fois. C'est ce qu'ils d'accord. disent, pour certains. Donc, il y a des Ah, paradoxes comme ça, c'était il y a 9 des heures. bugs. 9 heures, D'accord. ouais. C'était un live que j'avais fait en privé devant 25 personnes. Et je l'ai publié en public, ça a fait 100 000 vues. C'est des paradoxes comme ça, il y en a plein sur Internet. Donc c'est vrai que, à part mélanger toutes les intuitions, le faire, faut y aller à fond, quoi. C'est toujours le même conseil à donner, hein. Et Teddy Boy, avec l'essor des IA comme Grok ou Midjourney en 2025, qui génère art et scénario en quelques clics, comment protégez-vous la liberté créative, hein, que vous défendez dans vos JDR? L'IA est-elle un allié ou une menace pour les artistes indépendants comme vous? Alors, sur ces questions, on en parle très souvent. On n'a toujours pas figé notre réflexion, mais faut vraiment, pour bien comprendre, ce que j'entends malheureusement pas assez souvent, même si ça va commencer à monter, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, Faut vraiment. Moi, j'ai écouté votre début, c'était formidable. Vous merci. avez pris en considération beaucoup de choses. C'est très rare qu'on entende autant de compréhension de l'intelligence artificielle. Donc, il faut le rappeler, marteler, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on ne peut pas lutter contre l'arrivée de la robotique, de l'IA, voire même très prochainement, et c'est en cours, du mélange entre organique et robotique. Robotique. Ouais. On en est là. Et c'est impossible d'aller contre. Même une guerre, bah bon, à part au recours au divin, je veux dire, hein. Mais Mhm. hors recours divin et hors sanction du ciel, l'être humain, même en provoquant des guerres ou des révolutions, ne fera qu'accélérer le processus, puisque il y aura un mécanisme de frustration et d'accélération où les membres du camp de la technologie vont accélérer leur processus de mise en place de la technologie. Donc on peut rien faire.
Si la robotique et l'intelligence artificielle venaient à s'arrêter, ça serait pour les raisons que vous avez citées, pour des raisons de problèmes énergétiques ou d'incapacité de récupérer de la ressource rare. C'est ça. Et pareil, si ça devait arriver, aucun pays ne peut faire autrement. C'est soit on a les ressources et on trouve les ressources de continuer à avancer dans cette voie et que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non, on va avancer dans la voie de la robotique, de l'IA et du mélange homme-machine. Soit il n'y a pas les ressources et il n'y a aucun État qui va réussir à faire autrement. Ça ne pourra pas se démocratiser. En attendant, donc puisqu'on n'a pas le choix, je vous ai bien écouté, vous avez dit, en gros, si je synthétise, on peut en faire le meilleur comme le pire. C'est ça. Est-ce que la civilisation humaine a réussi à empêcher la peinture et la perspective d'arriver? Non. Non. On a fini par peindre avec perspective. Donc il y a des gens qui ont peint Dieu avec des perspectives, quand la perspective est arrivée, et donc le style Moyen-Âge a disparu. Et puis il y a des gens qui ont peint de la pornographie ou des choses qui sont peut-être anti-divines ou quoi, on n'en sait rien, mais c'est comme ça. Avec Internet, c'est pareil. Il y a des messes disponibles sur Internet et il y a de la pornographie disponible sur Internet. Donc avec l'IA, c'est pareil. Gros chômage en perspective, mais en même temps, il y a l'émergence de plein de nouveaux artistes. Des artistes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu de formation artistique et qui savent pas dessiner, qui grâce à l'IA peuvent produire des dessins, qui vont modifier par Photoshop et donc qui sont parfois 10 fois supérieurs techniquement à moi en termes de rendu. Et attention, ne confondons pas, ajouter l'outil IA, c'est pas remplacer réellement les artistes. Ouais. Parce que souvent, quand un artiste a l'IA, bah en fait, il va continuer à passer 10 ou 20 heures sur un dessin ou une œuvre. C'est juste qu'il va accélérer le processus sur certaines choses. Au lieu de mettre 10 heures pour dessiner le fond, il va être généré en 1 minute. Par contre, il va mettre 10 heures pour ajouter des effets ou il va en faire 10 fois plus. Donc, pour l'instant, on en est là. Demain, ça sera une autre question parce que quand le robot et l'intelligence artificielle va se générer elle-même, c'est quand même des choses à prendre en considération. Pour moi, c'est la priorité, c'est de prendre ça en considération, philosophiquement. C'est de savoir qu'est-ce qu'on est demain en tant qu'être humain et non pas artiste, le jour où le robot se crée et communique avec lui-même. Ça, pour moi, ça, c'est le plus important. Tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question-là, le reste, oui, bah, va y avoir du chômage et en même temps, il va y avoir d'autres types d'emplois, quoi. Bah, c'est peut-être pas... Il y a des gens qui comprennent pas ce truc et qui se disent non, ça va vraiment être une catastrophe parce que oui, il va y avoir une grosse période de chômage il y a plein d'emplois qui vont sauter. Par exemple, dans l'administration, normalement, là, s'il n'y avait pas de protection sociale, en fait, il y a plein d'administrations qui devraient sauter, qui devraient être remplacées par 1 ou 2 robots, là. Et ça nous ferait pas tant de mal que ça, si? Non. Sur le plan économique. Je sais que ça mettrait beaucoup de gens au chômage, mais sur le plan économique, Oui, pour la France, ça ouais. Donc, c'est des questions, En fait, il faut se poser... Il faut d'énormes forums de discussion autour de ça. Oui. Il faut vraiment... Normalement, ça devrait être une priorité que de parler de ça. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Ouais. Mais en ce moment, c'est pas très à la mode. Hein. Ah non. C'est pour ça que je dis bien, je pense que... Oui, il y en aura. Ouais, je trouve ça étonnant. Les gens utilisent déjà l'IA de toute façon. Bien sûr. Même les gens qui sont inquiets pour l'intelligence artificielle utilisent l'IA. Ils ont tous déjà intégré ChatGPT ou la génération d'images pour faire une petite photo de famille modifiée pour rigoler ou pour demander quel est le bon film à regarder ce soir, ChatGPT. Donc à partir du moment où ça s'installe de manière aussi fluide dans les familles et les foyers, je crois qu'il ne faut pas regretter... Enfin, il ne faudra pas se plaindre, en tout cas, des emplois qui seront remplacés. Il faut comprendre que c'est inéluctable. Et le Digital Services Act, donc le DSA, sur de l'UE, renforcé cette année avec des amendes records pour les plateformes, vise à lutter contre la désinformation. En tant que youtubeur, entre autres, comment cela impacte-t-il votre contenu sur la conscience positive et craignez-vous une censure accrue des voix alternatives? Alors, les censures accrues, c'était avant. C'était il y a 10 ans. Les censures accrues, c'est la période Soral Dieudonné, quoique ça revient maintenant. Hein. Mais ça avait atteint avec Valls le pic. Valls Hollande, c'était le pic de la censure sur Internet. Moi, je l'ai vécu après. Je me faisais censurer. Quand la Marion Séclin, quand je dis Marion Séclin, elle lit mal les comptes, elle fait des effets de réel sur les comptes, je me faisais censurer.
quand j'ai publié une vidéo qui mettait 1 minute de choron produite par l'INA, je me suis pris un courrier d'avocat. Quand la période Covid, quand mes amis faisaient 100 vues, pour certains, ils disaient le mot Covid, ils se faisaient supprimer leur chaîne. Donc la censure, on l'a vécu, c'était le pic, c'est le Covid. Depuis, ça s'est arrêté. Et je constate que c'est parce que justement les intelligences artificielles se sont optimisées que YouTube arrive à censurer moins. D'accord. C'est-à-dire qu'elle fait la différence entre un contenu réellement dangereux et un contenu juste un peu provoquant. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Par contre, l'Union européenne, malheureusement, je lui fais pas confiance sur ça parce qu'elle adore la censure, visiblement. C'est son truc. Je vais pas vous dire le contraire. Et par contre, sur le plan de la création d'intelligence artificielle et de la mise en conformité avec ce qu'il faudrait pour lutter sur le plan économique, il n'y a rien. Ça, c'est vous qui vous y connaissez sûrement mieux, d'après ce que je vois. Mais il n'y a aucun plan économique intelligent, que ce soit pour des censures intelligentes, c'est pour censurer compliqué les en bons tout cas. contenus, donc les régulations, le protectionnisme européen, on pourrait l'imaginer, il n'y a rien. Les fameux 1 milliard dont vous avez parlé, les 1 milliard qui sont investis dans l'IA, en Dans fait, l'IA. déjà, c'est pas assez, 1 milliard. Et en plus, c'est investi dans absolument n'importe quoi. Donc, de toute évidence, on ne verra pas en Europe un concurrent à GPT ou aux produits chinois qui vont sortir dans les prochaines années. Donc là, je crois qu'on a déjà perdu la partie, là. À moins d'un sursaut gigantesque, je sais pas. Faut garder espoir, c'est ça. Mais là, je crois Gardons que espoir. si on regarde dans le dossier, je crois que c'est game over. Bah, oui, le pire, c'est Donc que... oui, théoriquement, on va aller vers plus de censure. Enfin, plus de tentatives de censure de l'Europe, mais ça marchera même pas, en fait. Les GAFAM vont gagner le combat et ils imposeront la censure qu'ils veulent et la liberté qu'ils veulent. Espérons que ça soit pour le plus libre possible, non? Ah oui. Je ne peux que être d'accord avec vous, oui. Sur X, donc ex-Twitter, vos posts récents soulignent souvent l'esprit positif face aux crises. Avec les élections européennes là, de mi-2025 et les débats sur la souveraineté numérique française, tiens, d'ailleurs, vous avez fait une vidéo sur la souveraineté. Quel rôle jouez-vous pour contrer le narratif négatif des algorithmes? J'ai abandonné le combat. C'est positivement, hein. Oui, Pas je comprends méchamment, bien. mais je crois que j'ai abandonné le combat parce que, enfin, ou en tout cas, c'est le sentiment que j'ai temporairement. Parce que je crois qu'en fait, justement, j'ai essayé de suivre l'algorithme et les débats en fait qui ont lieu. Le débat principal, je commence à le résumer. Il me semble que c'est pas qu'on est pollué, mais on est vraiment sur un débat politique. C'est est-ce qu'on s'agglomère à l'Europe ou est-ce qu'on lutte pour une souveraineté française? Pour moi, c'est le résumé de tous les débats politiques. C'est retrait souverain, mais retrait avec il faut créer des usines en France, il faut remettre des frontières extrêmes, enfin vraiment, ou agglomérat dans l'Europe en espérant que l'Europe, on puisse faire levier pour qu'elle fasse des frontières et qu'elle finance l'avenir. Vraiment, en ce moment, je vois ça comme ça. Donc plutôt soit Asselineau, soit... Soit Macron. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, à juste titre, constate que c'est l'inertie et le... Comment ils appellent ça? Pas le quiproquo, mais le statu quo. Voilà. Le statu quo et l'inertie qui font qu'on n'avance pas. Donc, soit faut trouver le moyen d'avoir un souverainisme extrême. Asselineau, Parce que tout est extrême sur Internet maintenant, mais c'est vrai. Soit on prend la direction souveraine totale, soit une direction européenne totale. Parce que c'est l'entre-deux là qui fait un statu quo qui fait que ça fonctionne pas. Et comme de toute évidence, les partis qui se proposent toujours plus de dépenses. Il n'y a pas un seul parti politique français qui propose pas plus de dépenses publiques, malheureusement, à cause de notre fonctionnement. Et un entre-deux de négociations avec l'Europe parce qu'on est cadenassé. Je crois qu'en fait, les 10 prochaines années, avant un conflit majeur qui rabat les cartes, on va subir un statu quo par défaut, quel que soit le candidat. Mon impression. Donc, du coup, j'abandonne un peu le combat politique parce que c'est vrai qu'à force, s'il s'avère que ça se résume vraiment qu'à ça, je regarde quelles sont les perspectives de demain. Les perspectives de demain, c'est que la France, si elle veut de la souveraineté, ou l'Europe, si elle veut de sa souveraineté et son agglomérat, il faut qu'en France, nos contemporains soient capables de fournir des solutions concrètes pour s'inclure dans l'avenir de la robotique et de l'IA, etc. Il faut qu'on comprenne.
Donc, où il faut qu'on fasse de la production philosophique pour préparer notre peuple à être en avance psychologiquement, mentalement, sur les enjeux de demain. Ou artistiques, des productions artistiques, ou carrément des IA. Alors, il faut savoir que moi, j'anime une petite équipe de 2 personnes qui fait une IA, où on produit une IA en ce moment pour les dessinateurs, justement, pour apprendre, alors des génies, hein, les deux, mais pour apprendre, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'y connais rien en informatique, mais j'apprends, du coup, je commence à comprendre. Donc, on produit une IA, je vais essayer d'agglomérer une équipe autour de ça, peut-être qu'on va faire de la production philosophique, etc., autour de ça. Je fais tourner ma chaîne de plus en plus vers ça, parce que si on ne se prépare pas mentalement à ça, on ne va rien comprendre de l'économie de demain, qui est l'économie d'aujourd'hui. Hein. Parce que les Chinois, là, à 8 ans, ils ont des cours de programmation d'IA. Ah ouais. Donc tout ça pour résumer, je vais résumer ma pensée, mais en France, dans l'idéal, il faudrait qu'à l'école, tous les élèves aient fait du montage, du dessin, comme à l'époque on faisait de la couture. Ma grand-mère, elle faisait de la couture, du dessin, de la mécanique, de l'électronique. On ne sortait pas du brevet des collèges sans tout ça. Et bien normalement, on devrait savoir un peu coder sur ordinateur, un peu montage, un peu Photoshop, un peu tous les trucs qu'on regarde en fait, tous les trucs pour être préparé à l'avenir et à penser l'avenir. Si notre peuple était à ce niveau-là, je pense que les décisions politiques seraient nécessairement plus viables et on s'inclurait mieux. Vous pensez D'accord. Donc du coup, à défaut d'avoir des politiques qui prennent ça en main, normalement, il faudrait commencer à impulser le mouvement pour qu'on le fasse individuellement et en micro-collectif. Quoi. Donc moi, je m'oriente vers ça. D'accord. Et quant à l'actualité tech, Teddy, de 2025, qui met en lumière les deepfakes et l'IA dans les jeux vidéo, comme les mises à jour de Death Stranding 2, comment intégrez-vous ces tendances dans vos streams, donc jeux de rôle, JDR, pour sensibiliser votre audience aux enjeux éthiques du numérique? Les enjeux éthiques du numérique, j'arrive plus à les penser. Ah bon? En fait, du coup, on en parle de l'éthique. Mais je crois qu'en fait, c'est comme si, quelque part, on fait de la philosophie et de l'éthique. Mais pour moi, on est à l'ère équivalent à l'industrie on est à la veille de l'industrie de l'imprimante ou de la voiture. C'est-à-dire, la voiture existe ou l'imprimante existe, l'imprimerie existe, mais elle n'est pas encore en circulation pour tous. Aujourd'hui, on a des technologies IA à disposition, mais en fait, elles ne servent pas à grand-chose pour les gens au quotidien. Elles servent un peu, mais elles ne sont pas encore ultra fonctionnelles. J'ai mon ami Raphaël, justement, qui m'aide pour l'IA, qui me dit, pour imager, on est aujourd'hui encore au moment où il faut commander des outils pour fabriquer son propre appareil photo. On n'est pas au moment où on achète son appareil photo, on est au moment où on fabrique son appareil photo chez soi, avec des agglomérats. On s'en rend pas bien compte, parce qu'on a des intelligences artificielles qui sont rigolotes, donc on a l'impression que tout est à disposition, mais c'est faux. Ce qui est possible n'est pas encore à disposition. Ce qui sera demain avec le robot personnel à la maison, etc., on est vraiment à l'aube. Une fois qu'on va passer dans cet autre monde, potentiellement, il va y avoir de nouveaux enjeux politiques qui vont émerger. Ces enjeux politiques, normalement, quand on écoute Trump, qu'on regarde qu'on regarde des actualités politiques et des guerres, on est censé les comprendre. On est censé deviner que ce qui se joue en ce moment, par exemple avec la chute du dollar là, très récemment, c'est potentiellement justement la Chine qui refuse de vendre les terres rares, c'est probablement de l'avant-guerre. Parce que les terres rares, c'est quoi? C'est ce qui va être utile pour les robots et l'intelligence artificielle, l'électricité souveraine. Ça, c'est des vrais enjeux souverains. Pour le coup, normalement, on devrait être complètement dans un régime gaulliste, comme vous l'aviez dit d'ailleurs. On devrait avoir une multiplicité de fabrication d'usines nucléaires pour pouvoir produire de l'électricité, pour être souverain, voire vendre de l'électricité, parce que demain, c'est l'enjeu, en fait, l'électricité. Et les data centers. Bon, bref, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais tout ça pour dire que les enjeux éthiques là-dedans, ils sont difficilement intéressants, parce que c'est un peu comme si on était en pleine guerre. En pleine guerre, on prend le fusil, on s'occupera de l'éthique au moment du jugement. Et là, comme on est en fait à l'avant-guerre, on est à la veille d'une guerre technologique ou d'une guerre psychologique ou d'une guerre physique, en vérité, il faut juste produire et être en mesure de créer de la production soit électrique, soit IA, soit pour s'inclure dans le futur.
c'est pas le moment de faire de la philosophie selon moi, ou très peu. Et paradoxalement, il faut passer par la philosophie pour préparer les gens à comprendre qu'en fait, il faut commencer à s'y mettre. C'est vraiment. Et qu'un mec de 40 ans, je veux dire, pour donner vraiment de la substance physique à ce que je dis, de la compréhension, un mec de 40 ans qui serait au chômage aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je garde le pseudonyme RSA, même au RSA, c'est le moment de profiter pour se former. Et ben, quand on est au chômage et qu'on ne trouve pas d'emploi, c'est peut-être le moment de s'interroger sur le type de formation qu'on va faire pour dire mais quelles seront les usines de demain, quels seront les pôles d'emploi de demain, l'intelligence artificielle, la robotique, la chimie, paradoxalement la chimie, la compréhension du cerveau. Et tout ça, si ça se trouve, en 2-3 ans de formation, ça suffit à se retrouver à 45 ans en tête de poste d'un poste clé pour l'avenir en France. Et donc avoir un réel impact politique bien supérieur à nos politiciens qui nous parlent de conneries et qui veulent nous emporter justement dans leurs questions éthiques qui nous font perdre du temps et qui finissent en censure. Parce que c'est ça, là, je finis juste le truc. Je vous en prie. L'Union européenne se pose énormément de questions éthiques. Elles ne font que de parler d'éthique de intelligence artificielle et les résultats de leur réflexion d'éthique, c'est censurer. On n'a pas l'intelligence artificielle Apple. On a toujours 1 an et demi de retard sur de la technologie qui est déjà disponible aux USA. Donc, à force de se poser des questions éthiques, on se retrouve juste en retard. On va finir par se retrouver comme en Europe de l'Est. L'Union européenne, dans son ensemble, sera l'équivalent d'une Europe de l'Est complètement retardée, d'une URSS, pardon. Oui, Europe de l'Est ou URSS, complètement retardée et incapable de produire de la nouvelle technologie. Et Teddy, votre chaîne qui évoque une cité des anges, dystopique mais optimiste, face aux cybermenaces croissantes, donc ransomware en hausse de 30% en France cette année, comment conseillez-vous aux créateurs numériques de cultiver la résilience et la positivité ? Tout est positif à partir du moment où on est les gagnants dans l'histoire. Je suis désolé. Non, je sais pas. Alors, c'est peut-être justement. Bon, je veux pas me fâcher avec votre audience. Je comprends que ça soit pas très. J'inclus pas toutes les notions de Dieu parce que je vous explique quelque chose pour ce qui est sacré. Je garde toujours en tête que ça reste très personnel, même si donc pour moi, Dieu, voilà comment je le vois. Quand il voudra intervenir, il interviendra. En attendant, parce que c'est vrai que j'ai des propos très des fois libéraux, pessimistes ou technocratiques presque, avec je mets beaucoup l'argent en jeu parce que je sais ce que c'est de souffrir du manque d'argent. Donc, mais voilà, pour moi, la libération divine, elle arrivera quand le divin aura décidé de faire une libération divine, donc je m'en préoccupe très peu. Je me contente d'avoir des actions personnelles qui soient toujours positives. Voilà. Et productives. Donc, bon, c'est ce rapport-là. Parce que ce que je vais dire, c'est que pour cultiver le positif, il faut être gagnant. Pour être gagnant, c'est un peu simple, il faut suivre un peu l'argent. Alors, pas n'importe quel argent, évidemment. Il y a de l'argent facile qu'il ne faut pas suivre. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, de suivre. Évidemment, la prostitution, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas une voie à suivre. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une voie d'avenir, parce que ça va être remplacé par les robots prostitués. Donc, comme ça sera réglé. Mais disons que on est beaucoup plus positif dans sa vie quand ce qu'on est en train de faire rapporte de l'argent et aide les gens. Si je fabrique un robot qui permet de soigner un cœur, et que je gagne beaucoup d'argent avec, et qu'en plus ça soigne plein de cœurs, bah, je suis très positif sur l'avenir. Et le pays qui a accueilli cette nouvelle technologie, si ça c'est en France, est très positif sur l'avenir. Il se dit, bah tiens, on a produit ça en France, on met le logo français dessus, parce que c'est qu'une image de marque, le drapeau français après tout. C'est comme ça qu'on subsiste, comme ça qu'on fait du PIB. On met le petit logo français dessus, et donc on continue à exporter notre plus-value à l'international. Donc, en théorie, pour garder l'esprit positif dans un moment où on se sent en chaos économique, c'est de bien chercher, se rappeler des bases financières, où se trouve la demande et l'argent. De quoi ont besoin les gens en ce moment. Nous, par exemple, on se rend compte que les dessinateurs n'ont pas d'intelligence artificielle qui se plie à leurs demandes, à leurs dessins, donc on focus notre attention dessus. Les gens qui ont des compétences, ils doivent mélanger leurs compétences et proposer le maximum de projets qui vont résoudre des problèmes. On est à l'ère où on peut résoudre plein de problèmes. On peut, vous l'aviez dit, je suis persuadé même qu'on peut trouver les solutions du cancer avec la robotique.
l'intelligence artificielle, bientôt le scan par nanotechnologie, le scan du corps, etc. Donc il faut absolument que chacun soit focus sur ça pour faire émerger dans son pays, par patriotisme ou par pro-européanisme, fasse émerger chez lui, dans son espace et dans son espace familial, des solutions. D'accord. De demain. C'est demain. Il faut viser demain. Là. Aujourd'hui, on a vraiment une opportunité. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est le moment où tout un monde entier passe du cheval à la voiture. Quoi. On est vraiment là-dessus. Ah oui, donc c'est tout un tas d'opportunités. Je suis allé au musée je finis vraiment avec ça, mais on est allé. J'organise avec les meilleurs, justement, avec les membres Patreon, on organise des sorties musées régulièrement. On est allé au musée de la technologie, je me rappelle plus, bon, à Paris, des métiers, arts et métiers ou quelque chose comme ça, justement pour voir comment avait été fabriqué le premier robot. Justement pour des questions de comment on fabrique de l'IA, etc. On est allé pousser en fait dans le détail. On appelle ça les sorties scolaires, ironiquement. Bon. Puisqu'il y a des jeunes de 20 ans comme des mecs de 40 ans, etc. On y va, et sur le chemin, on découvre que des usines de voitures, les premières usines de voitures en France étaient en fait des espaces pour faire le fer à cheval et les calèches. Et donc en fait, et là je dis non mais c'est ça, en fait c'est ça qu'il nous faut là maintenant. En fait les usines, donc il y avait c'était pas des usines à l'époque, c'était je me rappelle plus comment ça s'appelle, des hangars à chevaux. Des hangars, ouais. Et où ils réparaient aussi d'énormes calèches, etc. Donc ils avaient des crochets en fait pour soulever les chevaux, les calèches, les trucs comme ça. Et donc ils avaient mobilisé 50% pour les chevaux et 50% pour le développement des voitures, des premières voitures. Et à l'issue de ça, c'est devenu 100% usine. Puis ces structures-là, elles ont commencé à prendre du métal pour éviter qu'il y ait trop de pluie, etc. Et donc ce sont bien des hangars à chevaux qui se sont mutés en usines de voitures et qui sont les premières émergences de nouvelles technologies en France qui nous ont permis en fait de créer la transition. Quand on le voit physiquement, ce truc, quand on le voit grâce au musée, justement, c'est là que c'est intéressant de toujours aller au musée et compagnie. On se dit que voilà l'espoir. C'est possible. On peut transformer, comme le faisait Bill Gates, son garage personnel en usine d'ordinateurs et progressivement en entreprise multimilliardaire. Il faut vraiment garder toutes ces choses en tête et comprendre que plutôt que de demander de manière triste à l'État de nous mettre en sécurité, il faut vraiment mobiliser son espace personnel au profit de l'aventure de la nouvelle technologie. Sinon, là, pour le coup, on est mort. Donc, voilà. Et t'es dit, c'était il y a combien de temps, ça, ce musée? Comment? Ce musée? On l'a fait, je crois, l'année dernière, peut-être en... Oui, c'est ça fait 1 an, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et donc, bon, enfin, bref, pour moi, c'est la mentalité à aborder. Et par exemple, les dessinateurs, les dessinateurs qui rêvent tous de faire de la bande dessinée, quand c'est bouché, les gens n'en lisent plus, c'est le moment de convertir, en fait, ces compétences dans... se mettre au service peut-être de nouvelles technologies, de nouvelles approches. Il y en a, là, il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est juste qu'il faut que les gens fonctionnent par petite équipe. Ça, c'est obligatoire. Il faut apprendre à travailler en équipe. Ah oui. Il faut apprendre à monter des petites équipes. Alors, Volive IRL, comme celui de Pierre Fy en 2025 sur Patreon, fusionne JDR physique et virtuel. Avec la VR AR en plein boom, donc MetaQuest 4 qui a été lancé en juin. Voyez-vous le JDR, donc jeu de rôle, je précise bien pour nos auditeurs, numérique devenir la norme et comment cela libère-t-il l'imaginaire collectif? Alors, le VR, c'est votre spécificité. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est mon angle mort. Je n'avais même pas réfléchi. C'est-à-dire que le VR, donc c'est les lunettes de réalité virtuelle qui permettent par exemple d'afficher un dragon. C'est-à-dire que là, je vous vois et je verrai un dragon à côté de vous, quoi, par exemple. Tout à fait. Pour les auditeurs. Moi, c'est mon angle mort. Comme je n'y croyais pas, je croyais pas que ce soit possible techniquement et je ne croyais pas que ça puisse être intéressant, je n'ai jamais réfléchi à ça. Or, en lisant votre question par avance, je me suis dit, mais c'est vrai, vous avez raison. On pourrait imaginer regarder une vidéo de Teddy Boy RSA, donc dans ses lunettes, le voir naviguer et voir des dragons derrière lui, etc. Bon, alors, ça me paraît... à la base, ça me paraît éloigné, mais si on combine ça avec les IA, eh ben, ça sera un nouveau champ des possibles qui doit être passionnant.
Je ne sais pas quand est-ce que ça sera possible de le maîtriser. J'ai envie de dire, le jeu de rôle, malheureusement, ça demande beaucoup d'énergie et d'implication mentale. Mhm. Donc ça restera toujours un domaine de niche. Le jeu vidéo sera toujours supérieur au jeu de rôle parce que le jeu de rôle demande de l'implication psychologique alors que le jeu vidéo, c'est plutôt passif, on va dire, et le Ouais. cinéma est encore plus passif. Donc, j'imagine que par rapport statistique et de pourcentage, il y aura toujours le même nombre de flemmards et le même nombre de personnes impliquées. C'est juste qu'on aura une expérience peut-être plus extrême dans tous les domaines et donc ça aura un apport ludique. C'est... Mais ça ne changera pas grand-chose, je veux dire. Ça sera spectaculaire, ça sera plus spectaculaire qu'avant. Ça sera un domaine encore d'avenir, mais il y aura toujours, à mon avis, le même pourcentage de gens prêts à jouer à un jeu de rôle, prêts à s'impliquer dans un collectif, et toujours les 80% de gens qui préfèrent une activité passive, Ouais, voilà. facile. Ça, malheureusement, c'est pour ça que je vous avais dit, j'ai abandonné le combat. Je crois que 80% des gens seront toujours un peu flemmards. Se laisseront toujours un peu porter par le dessin. Teddy, vous êtes un peu flou parce que je crois que ça s'est trop rapproché, en fait. Ah, pardon, excusez-moi, c'est chez moi. Voilà, Excusez-moi. très bien. Oui, ça s'est rapproché d'un coup. Et Oui. c'est ma caméra, j'ai dû faire un geste qui lui a dit Ah non, 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 zoom. bah, c'est pas... Oui, oui, vous avez une caméra qui réagit au geste, c'est ça? C'est ça, c'est une très grosse bêtise, Bah, écoutez. ce mode. Donc, si on regarde en regardant vers 2026, quel est le prochain milestone, hein, pour Teddy Boy RSA, hein, un nouveau livre, une série animée ou une collaboration inattendue dans le numérique? Ça va être encore un bordel, j'ai toujours pas de plan. On avance, en fait, on fait avancer plusieurs choses. Du coup, si ça se trouve, ça sera un truc numérique ou peut-être un livre de philo. En fait, je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, en D'accord, fait, j'ai mes phases. Là, je suis dans la phase recherche et développement. bien. Donc, on a eu la phase recherche-développement jeu de rôle pendant que je faisais mes lives. Donc là, on est dans la phase recherche et développement général, IA, technologie et philosophie. Donc, je ne sais pas de quoi on va accoucher et avec qui. Très bien. Mais en théorie, quand j'en aurai marre de prendre du temps, je ferai le fameux truc de niche où tout le monde dira mais c'est absolument excellent, il n'y aura que 900 personnes Écoutez, pour voir à quel point c'est révolutionnaire. et en 2025, des plateformes comme Roll20 intègrent l'IA pour générer des quêtes, hein, Roll20. Ah Hein. ouais? Oui, Et c'est des outils qui peuvent être utilisés avec mon jeu de rôle, mais c'est des outils, je les connais pas, j'utilise pas d'outils moi. Je fais que d'accord. à la voix. Mais Bah ça doit alors, être bien. en tout cas, t'es dit comment votre système 2D6 One Simply se positionne-t-il par rapport à cela et surtout, quel est votre projet JDR en cours pour contrer la standardisation créative? Oui. Nous, on a créé le système de règles qu'on estime être le système de règles absolu. Euh, Tant qu'on décidera pas d'en refaire une version plus grand public, le système il est définitif. Donc on touche plus à rien. Les gens Mhm. ils achètent le livre quand ils veulent comprendre les règles. Les règles, une fois qu'ils les ont apprises, ils ont plus besoin du livre. C'est ça le but. Et à partir de là, ils peuvent l'appliquer dans n'importe quoi. Donc on a fait des tests pendant le Best Fest, puisqu'on organise tous les ans une grande réunion, une cinquantaine de personnes. On a fait des tests Vous avec pouvez développer, on a ce le temps. Hein. système changé en physique, ça marche. Euh, le système, il fonctionne de la voix à la voix, sans papier, sans rien. Mhm. Il fonctionne si on le met en numérique. On a fait des tests de jeux vidéo. Alors, on ne peut pas développer de jeux vidéo parce qu'on n'a pas les compétences, mais on a quand Mhm. même fait des tests. Ça fonctionne aussi quand on le traduit en code et en jeu vidéo. Donc, notre code, en fait, c'est un peu. On l'a basé sur le chiffre sacré. Hein. On a créé un code qui fonctionne, qui donne une dynamique particulière au jeu et qui s'applique dans tous les domaines. À partir de là, selon les joueurs, selon leur approche, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent faire un GN, c'est-à-dire un jeu de rôle, Jeu de rôle. grandeur nature, en physique, ils le font en appliquant nos règles. S'ils veulent en faire un jeu vidéo, ils le font. Tout ça, s'ils veulent utiliser l'IA ou pas utiliser l'IA, tout ça, ça n'appartient qu'au groupe de joueurs. Pour nous, l'important, c'est que les règles puissent être comprises facilement, donc 15 minutes montre en main,
afin que, et donc définitive, afin que des groupes puissent se créer autour du ludique. Groupes qui comportent des gens de tout âge, de toute région, et grâce à Internet, même de plusieurs pays différents. Notamment des nanas qui vivent au Japon, qui jouent avec des Français, tu vois. Mhm. Ça, c'est la base, parce que unir par le jeu, c'est l'assurance qu'on peut se retrouver une fois par semaine, se boire une bière ou boire un café en faisant une activité, avoir une création d'univers à plusieurs, qui donnera lieu souvent à des groupes constitués, qui donneront lieu peut-être à un travail collectif, à une résolution, à se retrouver dans une campagne, régénérer un village, fonder un foyer. Bref, toutes les solutions dont tout le monde rêve, elles doivent démarrer par le jeu, D'accord. le ludique. Et donc pour ça, nous, on a créé une proposition ludique qui est pour nous une arme pour étoffer des groupes plus divers, etc. Pour nous, c'est le principal, c'est notre démarche. Donc nous, on ne touche plus aux jeux de rôle maintenant. Quand j'en fais, j'en fais. Je pourrais peut-être en faire des vidéos de temps en temps. Mais pour nous, le jeu appartient désormais aux joueurs, hein. Ce jeu de D6 appartient aux joueurs. Ouais, d'accord. Et bah, il nous reste 5 minutes, donc vous pouvez, si vous pouviez passer un message, le message final pour les auditeurs du libre journal du numérique. Comment le numérique peut-il redevenir, selon vous, un outil de liberté et de positivité, plutôt qu'un vecteur de division dans un monde post-2025? Eh bien, c'est une excellente question, justement. Je pense qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités et se laissent moins porter par leurs émotions dans leur choix de ce qu'ils regardent. Mhm. Là, par exemple, donc j'ai été invité pour parler de choses franchement haut de gamme, peut-être complexes. Et en fait, ça, c'est un acte de résistance, de parler de choses complexes. Et les gens, leur acte de résistance, c'est le choix de ce qu'ils vont consommer. Si les gens se laissent happer par toutes leurs mauvaises émotions et continuent à nourrir l'algorithme des likes, des dons, de tous les petits scandales, les petites... En fait, on donne une très mauvaise image de nous. Et on continue à donner une très mauvaise image de nous. Je donne une illustration. Si les gens consomment beaucoup de pornographie, il y aura de plus en plus de pornographie produite. Et donc, si les gens commencent à donner de l'argent à la pornographie, ben, on va jamais s'en débarrasser, en fait, Ouais, de bien la sûr. pornographie. Mm. Par extension, si on continue à se laisser... Alors, c'est bien, hein, des fois, de se laisser aller à des trucs faciles, hein, évidemment, hein. J'adore aussi les clashs, les trucs rigolos, etc. Euh, ça aura tendance toujours à agglomérer plus de choses. Mais si on fait pas l'effort de temps en temps de s'intéresser à des choses qui nous bousculent ou qui sont plus difficiles d'accès, et à faire des dons, à y souscrire, comme Radio Courtoisie. On vient de me faire le cadeau de me faire parler de choses complexes. C'est sûrement possible parce que vous êtes souscripteur. Parce qu'il y a des souscripteurs qui financent et parce que vous faites l'effort d'aller écouter ces choses complexes. Et ben en fait, c'est exactement la démarche qu'il faut faire. Il faut continuer à offrir sa chance à des contenus complexes pour permettre à ces contenus complexes de se mainstreamiser et de s'offrir au plus grand nombre progressivement, quoi. Mhm. Donc vous... Moi, ça sera ma réponse pour répondre à l'algorithme mortifère. D'accord. Soyez conscient de votre responsabilité en tant qu'auditeur et acheteur, hein, et consommateur, de ce que vous faites du monde quand vous choisissez ce que vous achetez ou ce que vous regardez. D'accord. Avez-vous autre chose à rajouter quant à... Eh bien, il faut que je vous remercie énormément. Voilà. J'avais adoré Radio Courtoisie quand je l'écoutais. Je retrouve vraiment cet état d'esprit. En fait, le paradoxe. Moi, le dernier mot que j'allais vous dire, Mais je vous en prie, c'est vous avez... exactement ce que j'avais ressenti. C'est le paradoxe. On a encore 3 minutes. Ouais, ben voilà, on dit toujours Radio Courtoisie, la droite, le Oui. catholicisme, c'est des vieilles choses c'est le passé, c'est arrière-garde, etc. Et le paradoxe chez Radio Courtoisie, ça a toujours été ça. C'est, on écoute en se disant, mais c'est des vieux cathos, et en fait, on se retrouve avec des trucs d'avant-garde. À chaque fois que j'écoute Radio Courtoisie, c'est que des thématiques d'avant-garde qu'on entend presque même pas à gauche, qui se dit, elle, d'avant-garde, souvent, Mhm. jeune, avant-garde. Donc, je retrouve ce plaisir-là dans vos questions et dans vos émissions, parce que j'ai commencé à les écouter, c'est très agréable. Eh bien, merci beaucoup pour ce compliment quant à Radio Courtoisie. Bah, en tout cas, c'est passé très vite. Merci beaucoup, hein, Teddy Boy RSA. Ce sera malheureusement le mot de la fin. Donc, je rappelle que vous êtes créateur de contenu privé, comme vous aimez
Je suis sur YouTube aussi, hein. Sur la chaîne YouTube Teddy Boy RSA, je publie très régulièrement des vidéos et des lives. Si on veut me retrouver. Leur préciser, YouTube, Patreon, X et Instagram. Ouais, c'est principalement YouTube. Tout le reste, c'est que des réseaux sociaux après tout, et Patreon, c'est pour mon truc privé. Et c'est surtout, parce que les réseaux sociaux, je l'utilise très peu. D'accord. Je suis très peu créatif, c'est vraiment YouTube. Donc, YouTube, alors. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes connu, je rappelle, pour votre bande dessinée Teddy Boy Kitsune contre la Cité des Anges, illustrée donc par Kitsune RSA et vendue, on l'a déjà dit tout à l'heure, à près de 2000 exemplaires, ce qui n'est pas rien. Hein. Et 2D6 1-1 Simply System, ainsi que jeu de rôle 2D6 1-1, comme ça j'aurais tout dit, versus Système La Cité des Anges. Donc je précise, réalisé, c'est normal, en collaboration avec Pierre-Phi et illustré par vos soins. C'est ça. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Donc à bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau libre journal du numérique. Et encore merci, Teddy Boy RSA. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.